Salut à tous et bienvenue dans ce 89e show en live sur MX Réflexion. Pas de soucis techniques, normalement ce soir tout a l'air d'aller bien du côté du 65. Et voilà, j'avais même peur de bégayer parce que avec toute cette pression là, on est sous le feu des projecteurs ce soir, tout marche bien, je pense qu'on nous voit à merveille. Mais en tout cas, moi je suis content de vous retrouver. 89e show, ça que l'échéance du numéro 100 commence à approcher petit à petit. Je pense qu'il va falloir faire un truc spécial, une grosse soirée ou un truc comme ça en live. Mais bon, pour ça, on va laisser un petit peu d'entraînement à monsieur Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très bien. Après les aléas techniques, tout semble bien fonctionner. Dites-le en commentaire, surtout s'il y a un souci. Mais logiquement, ça a l'air d'aller. On va passer une bonne soirée, je pense, avec un invité que l'on voit aussi régulièrement sur les réseaux sociaux, qui est hyper actif, qui a beaucoup de choses. Tu vas nous le présenter, Nico. Mais toujours content quand la technique fonctionne. Donc Nico, j'en dis pas plus. Je te laisse présenter notre invité. Ah ouais, tu l'as dit avec nous ce soir, c'est celui qui a réussi à devenir incontournable sur la planète motocross depuis quelques années. Fameux photographe, fameux pilote, fameux youtubeur. Maintenant team manager du team Honda Daffy Wonderbike. Il ressort d'une belle perf au Touquet, je pense qu'on va parler un petit peu sable ce soir. C'est le grand Jiwi. Comment ça va, Jiwi? Un grand merci à vous les gars de m'accueillir ce soir. Alors attends, direct, il faut que je fasse une mise au point. Question team manager. J'aimerais bien un jour avoir la position de team manager. Actuellement dans le team, c'est Steve Coquet qui l'a. On a monté le team ensemble. Mais bref, tout ça, on aura le temps d'en parler. Donc un grand merci à vous les gars de m'accueillir. Et puis bonjour à tous. Attends, pendant qu'on était en off tous les trois, tu nous disais que tu voulais le foutre dehors et que tu allais devenir calife à la place du calife. Ok, d'accord, on commence comme ça, mon enfoiré. Ça marche. L'échéance, c'était quoi? C'était un an à peu près. Alors, en or, franchement, j'ai vu beaucoup de choses comme beaucoup de gens dans la moto. Et si j'en suis là, c'est grâce à des mecs comme lui, grâce à des gens que j'ai pu croiser comme ça sur mon chemin, à travers tout ce que j'ai pu faire, comme vous avez pu le dire, en tant que photographe, en tant que vlogueur, etc. Enfin bref. Et donc, c'est un kiff d'être avec vous ce soir, les gars. Et déjà, parle-nous de tes débuts. Est-ce que tes débuts, c'était la partie photographie quand tu as touché le milieu de la moto? Non, du tout. Alors moi, si tu veux, de base, je viens pas... Attendez, je vais me craquer un truc quand même, je vais boire, parce que je sais pas si vous avez à boire, mais moi j'ai à boire. Bon, coup, vas-y. Tu vois, donc c'est bon, j'ai un sauciflard. D'ailleurs, moi je sais que tu me regardes, un sauciflard. Non, en fait, si tu veux, moi j'ai commencé à m'intéresser au milieu de la moto par quelque chose qui n'avait rien à voir. Il y a peut-être des petits jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux séduire les gonzesses, il faut avoir un iPhone 11, un iPhone je sais plus combien. À l'époque, il y a de ça plus de 10 ans, puisque j'ai commencé à m'intéresser quand j'avais une quinzaine d'années. Aujourd'hui, j'en ai 28. Il fallait avoir une méca boîte, tu vois, à la sortie des lycées. Il fallait avoir une petite 50. Et voilà, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la moto comme ça, au début par le côté routier. Il n'y avait pas de Facebook. Pour te renseigner avec les gens, il fallait regarder des skyblogs. T'es né en 82 ou non, 91, déconnez pas les gars, 91. Non mais tu vois, c'était juste la fin, c'était le moment de la transition, c'était les forums. Et en fait, je me suis retrouvé sur un forum de moto avec plein de mecs passionnés. Il y avait un type qui s'appelait Alpinisman, Jeff Foucault d'ailleurs. Et lui, c'était un mec de, je sais plus quelle ligue, ça devait être une ligue du Sud. Il est chez nous, c'était le photographe de mon mariage, Jeff Foucault. Voilà. C'est énorme. C'est vraiment tout le monde. Et si tu veux, lui, il était passionné, il partageait sa passion via un forum qui s'appelait Crazy Moto. Et en fait, sur ce forum-là, tu avais une section off-road. Et puis un jour, tu vois, je me suis perdu dans la section off-road, je suis allé voir. Et il y avait une section qui avait été créée qui se nommait Beach Cross de Berck, qui est une course, en fait, l'ouverture du championnat de sable. Et je me suis pointé à cette course-là, j'ai vu un mano à mano entre Arnaud Demester et Timothée Putisek, et je me suis dit, c'est ce truc-là que je veux faire. Alors à ce moment-là, j'avais 15-16 piges, je sais pas, j'étais même pas encore arrivé à mon pic de poids. Je devais être à quoi, 120, 130 kilos, donc c'était impossible de faire de la moto. Mais je m'étais dit, voilà, je sais pas comment tu vas faire, mais c'est ce milieu-là que tu vas intégrer. Et à partir de là, en fait, tout s'est lancé. J'ai fait mes études, j'ai continué mes études, et puis je me suis retrouvé photographe, comme je voulais exister dans le milieu. Et à force de rencontres, etc., je me suis retrouvé à piger pour Moto Verte. Donc voilà. Mais à la base, à la toute base, c'était une histoire de 50 à boîte, etc. Je me suis retrouvé spectateur d'une course. D'ailleurs, je pense, si tu veux, que c'est pour ça que le championnat de France des sables marche tellement. C'est parce que c'est un championnat où tu peux aller voir les courses gratuitement. Donc forcément, tu développes plus de prospects.
Tu vois, typiquement, l'élite, je pense que si ça se casse un peu la gueule, malheureusement, c'est aussi par rapport à ça. C'est parce que les entrées sont extrêmement chères. Et tu vois, moi, par exemple, je suis pas intéressé au tennis, je vais pas aller mettre 250 € dans une place pour aller voir Roland Garros, tu vois, alors que si c'était gratuit, peut-être que j'irais. Et peut-être que je m'intéresserais au tennis. Et tu vois, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui manque dans la moto, c'est des courses où, en fait, on peut découvrir des championnats exceptionnels gratuitement, quoi. Tu sais, c'est très tout public, hein, le ça. Ouais, exactement. D'ailleurs, tu vois, c'est vrai que tu fais bien de le dire. Nous, on est dans le milieu depuis l'âge de 7 ans, en gros. Donc, du coup, j'arrive même pas à imaginer que s'il y a moins de spectateurs, c'est à cause des entrées payantes, à cause de tout ça. Je me dis, la moto, ça reste quand même un spectacle qui mérite quand même qu'on paye un petit peu pour aller voir ça. Toi, t'es pas du même avis que ça? Tu penses que ce Si, bien spectacle-là sûr, devrait être gratuit? il faut payer les pilotes. De toute façon, les clubs ne pourraient pas s'en sortir aujourd'hui sans faire payer les entrées, mais il y a clairement eu une évolution quand tu regardes par rapport à les prix, par rapport à avant, les prix par rapport à maintenant. Et je pense pas forcément que ça soit les clubs qui se gavent, hein, loin de là. Il est certain aussi qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la sécurité qui n'étaient pas indispensables avant et qui aujourd'hui sont indispensables et qui sont obligatoires même et qui sont payantes. Mais clairement, il y a quelque chose qu'il y a en plus dans le championnat de France des sables qui fait que ça buzz, que les gens y vont, que les pilotes y vont. Il y a aussi, je pense, une meilleure communication. Tu vois, ça paraît un truc qui est tout con, mais aujourd'hui, par exemple, à l'élite, qui c'est qui sort des vlogs, qui va communiquer énormément. Les mecs, ils mettent des reportings de course, mais tu vois, tu sais pas vraiment ce qui se passe. T'as la Fédé qui essaye de bosser un peu, qui paye des vidéastes, tout ça, mais ça manque d'insight, tu vois. Moi, j'ai envie de voir ce qui se passe sous les auvents, j'ai envie de voir qui blague avec qui, j'ai envie de voir les soirées. Tu vois, entre guillemets, une vidéo d'une course, on a vu une, t'en as vu 100, quoi. Moi, j'ai envie de voir ce qui se passe derrière, malheureusement. Et ça, je pense que ça a beaucoup participé au fait que bah, tu as des courses comme l'élite où c'est très compliqué, quoi, par rapport au sable, où tu as beaucoup de mecs qui communiquent. C'est un vrai championnat d'amateurs. Et puis, tu mélanges les amateurs avec les pros, tu vois. Moi, je fais de la moto tous les week-ends avec Zidane, hein, grosso modo. Bon, Moi, c'est surtout là ce que je trouve impressionnant dans le sable. Bon, peut-être il y a la partie publique, je me rends pas bien compte parce qu'on n'y a jamais mis les pieds. Mais au niveau des pilotes, c'est carton plein à chaque épreuve. Le Touquet, n'en parlons pas, c'est une course mythique. On en parlait avec 40 Stéphane Dassé un petit peu de ça. Et il nous expliquait que lui, il le voyait comme ça. En fait, il se disait, c'est comme les gens en fait à la machine à café, ils discutent avec leurs collègues de boulot, ils se disent putain, tu sais quoi, je vais faire un marathon. Et bien, Ah, le mais bien sable, on sûr, dirait que c'est un peu la même chose. c'est un challenge. C'est un challenge. Voilà. Ouais. Et tu sais, pour beaucoup, même le sable, je te dirais même que c'est une Madeleine de Proust dans le sens où tu as beaucoup de jeunes qui se sont mis à faire du sable ou de moins jeunes, tu vois, des types qui ont aujourd'hui 40 ans, qui font du vintage. Voilà, ils en ont un souvenir quand ils avaient une vingtaine d'années, ils allaient voir les champions, ils allaient voir les Eric Gebours sur la digue du front de mer. Et ben voilà, X années après, c'est possible de le faire, tu vois. Aujourd'hui, tu veux faire un élite, tu peux pas le faire si t'as pas un certain niveau, tu peux pas. En fait, si tu veux, on a réussi à mêler les amateurs avec les professionnels, et c'est ça qui a fait que bah ça a fait perdurer le championnat parce que malheureusement, il y a de moins en moins de professionnels, il faut dire ce qui est. Donc forcément, au bout d'un moment, bah les championnats se meurent, quoi. Les championnats se meurent. Tu vois, par exemple, en Angleterre, les championnats qui cartonnent, c'est des championnats avec beaucoup d'amateurs. Les championnats, tout ce qui était les Red Bull machin, c'est des championnats où t'as très peu de mecs qui en vivent. C'est des coureurs à la prime, quoi. Et puis voilà, ils bouclent la boucle. Et je pense que ça fait partie de l'équation, quoi. Bon, dis oui, si on revient un petit peu sur ton parcours à toi, est-ce que t'as fait, donc du coup, comme tu nous l'as dit, tu voulais vraiment faire la moto, t'avais beaucoup de poids à cette époque-là, photographe, pigiste pour certains magazines, moto verte. Après, comment ça s'est passé pour toi? Bah ouais, en fait, l'idée de base, c'était de participer à l'enduro du Touquet, hein. Vraiment, moi, quand je suis allé voir cette course à Berck, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce truc-là? Je me souviens encore, je rentre dans la rue, juste avant d'arriver sur la digue, et puis le bruit, tu sais, j'entends... Enfin, c'était vraiment... j'étais en transe, vraiment clairement, je le disais, j'étais en transe. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est exceptionnel. Je me suis dit, il faut que tu fasses l'enduro du Touquet. J'ai commencé à regarder ça à la télé. Tu vois, ça aussi, c'est pareil. Le fait que tu aies une rediffusion à la télé, bah, ça a fait beaucoup pour le championnat. Donc, je me suis dit, OK, il faut le faire. Mais ça coûte tellement cher de faire du sable aujourd'hui et de la moto tout court, hein, de toute façon. Mais ça reste quand même une discipline qui coûte de l'argent. Une saison de sable, ça n'a rien à voir avec une saison de ligue. Donc je me suis dit, bah voilà, il va falloir que tu trouves un moyen de participer.
et de devenir quelqu'un dans le milieu de la moto. Donc avant de devenir quelqu'un dans le milieu de la moto, alors de devenir quelqu'un, c'est un bien grand mot, mais avant d'exister dans le milieu de la moto, je me suis dit, il faut que tu trouves un moyen. Et en fait, j'ai acheté du matos photo, et puis j'ai commencé à bidouiller, machin, et voilà, je me suis retrouvé à faire des articles et des couvertures de courses pour certains magazines et puis certains sites internet, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais mon pote, tout ça, c'est beau, mais ce que tu veux, c'est être de l'autre côté de la barrière. Et puis, j'ai mis la machine en route, j'ai fait beaucoup de choses pour perdre du poids, donc j'ai eu besoin de beaucoup de temps à consacrer vis-à-vis de ça, en fait. Je dormais, je sais pas, entre 12 et 15 heures par jour. Je me levais à jeun, j'allais faire mes 2 heures de vélo sur Home Trainer, je faisais 2 séances de 2 heures. Et j'étais complètement, mon corps était, je pensais qu'à ça en fait. J'étais focus sur ça. Il fallait faire l'enduro du Touquet. Et pour ça, il fallait perdre du poids. Et puis voilà, au bout d'un moment, j'ai réussi à perdre du poids grâce à des tas de choses, grâce à des opérations de chirurgie réparatrice, etc. Et je me suis mis à parler à différentes personnes du fait que voilà, je voulais faire l'enduro du Touquet. Alors j'avais une mini popularité qui n'a pas. Enfin, c'était différent par rapport à aujourd'hui. Je peux pas dire que je suis populaire aujourd'hui, mais dans mon milieu, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui suivent ce qu'on peut faire avec le team, avec des tas de gens. Et voilà, j'en parle à un mécano, et ce mécano me dit t'inquiète pas, je vais en parler à 2-3 personnes, et puis on en reparle sous peu. Et en fait, 2 jours après, je reçois un coup de téléphone d'Arnaud de Mester, que je connaissais de vue, on avait déjà discuté de par le travail qu'on pouvait faire ensemble, mais pas vraiment quelque chose de poussé. Je reçois un coup de téléphone d'Arnaud de Mester qui me dit oui, ton histoire, c'est un truc de fou, je vais te mettre une caravane dans ma cour, et tu vas venir t'entraîner pendant 5 mois chez moi. Et je lui dis, écoute, Nono, je fais ce que tu me proposes, c'est un truc de fou, mais tu dois pas avoir les idées tu dois pas avoir les idées claires. Il devait partir en vacances, je fais, écoute, pars en vacances, tu me rappelles dans 15 jours, si dans 15 jours tu es toujours OK, j'essaierai de me démerder pour avoir une moto et puis pour faire ça. Et 15 jours après, il me rappelle, il fait bon, dépêche-toi parce qu'on a installé ta caravane aujourd'hui, si t'es pas là fin de semaine, c'est mort. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc j'ai pris mon camion, j'ai mis une moto dedans qui était pourrave, c'était une 250 YZ de 2008 qui était rincée de chez rincée, j'avais juste refait le moteur. Et j'ai débarqué comme ça chez lui avec mon vélo, une glacière, enfin j'avais tout ce qu'il fallait pour vivre en autarcie pendant 5 mois. Et j'ai débarqué chez Nono, j'ai découvert un homme exceptionnel vraiment parce qu'il m'a supporté pendant 5 mois. Parce que les gens se rendent pas compte de ça, mais tu vois, par exemple, quand tu invites tes cousins pendant 2 semaines chez toi, au bout d'une semaine, t'en as marre. Tu te dis, putain, l'autre, il pompe mon espace de vie, t'en as marre. Et lui, il m'a supporté chez lui pendant 5 mois avec le bordel que j'ai pu mettre à droite et à gauche. Voilà. Et puis après, rapidement, il a fallu trouver de l'argent parce que la saison, ça coûtait tellement cher. J'avais de l'argent de côté, j'avais environ 10 000 euros que j'ai cramé en quelques semaines, puisqu'il a fallu racheter une moto, etc. J'ai cassé des moteurs. Et c'est là où en fait, je me suis dit, mais non, mais il faut trouver des sponsors, sinon ça va être trop compliqué pour toi. Et je me suis mis à faire des vidéos. Alors clairement, je suis un petit joueur sur YouTube au niveau des vues que je peux faire dans la moto. Par contre, je pense que ce que j'ai amené de différent dans le sable, enfin dans le contenu que j'ai pu mettre, c'est que tout de suite j'ai amené un côté, je me suis mis à parler de mes sponsors parce que j'avais pas de niveau et de toute façon j'aurai jamais un niveau qui fait que les gens regarderont ce que je fais par rapport à mon niveau. Donc j'ai amené un petit peu ce qu'on pouvait voir, mettons, dans le make-up, ce genre de choses. Et voilà, je l'ai montré dès le début quand j'ai commencé à rouler à la base avec First Racing, avec des marques comme Ippon, etc. Tout de suite, je me suis dit, il faut faire des tutos, il faut intéresser les gens et puis il faut que ces sponsors, ils récupèrent... Enfin, c'est pas des associations à but non lucratif, tu vois. Eux, ils le font dans le but de vendre du matos, ce qui est normal. Ils le font pour t'aider dans ton aventure humaine, mais voilà, on parle de marketing là, et de communication. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai lancé les vidéos et que ça a pris petit à petit et qu'on continue aujourd'hui et qu'on a des super sponsors comme Daffy, Honda, etc. Et qu'on peut faire ce qu'on fait avec des top pilotes comme Jensen Martens, quoi. Tu es toujours, t'as compris que c'était un métier qui avait de l'argent en jeu aussi par rapport aux sponsors, mais t'as toujours gardé quand même ton petit côté décalé, non? En fait, si tu veux, pour moi, par exemple, t'as une question qui revient très souvent, c'est est-ce que tu gagnes de l'argent avec YouTube? Alors en fait, il faut savoir que moi, je monétise pas mes vidéos. Il y a des pubs qui apparaissent au début et à la fin, mais c'est juste pour payer les ayants droit des musiques que je mets dans mes vidéos. Moi, à côté de ça, je suis tatoueur et si tu veux, j'ai toujours gardé en tête le fait de me dire non, mais ça sera jamais ton métier. C'est un tremplin pour pouvoir te payer tes saisons parce que sinon, financièrement, c'était pas possible. Et voilà, j'ai voulu rester focus là-dessus. Et même si au début, je me suis pris des cartouches dans les dents par des mecs qui me disaient t'as une façon de communiquer, t'es un putain de clown, tu fais rire de toi. Bah ouais, mec, mais aujourd'hui, ça fait 1,5 million de vues par an.
Je me voyais pas, si tu veux, avoir un discours qui n'était pas en adéquation avec mon niveau de moto. Tu vois, arriver et faire le caïd en mode ouais, je vais arriver dans 2 ans, je vais tout gagner. Bah non, ça sert à rien. Par contre, viens, je vais te montrer un peu des arrières de magasins, je vais te montrer des gens passionnés que toi, tu pourrais pas rencontrer parce que bah t'as pas eu la chance d'avoir les rencontres que moi j'ai pu avoir et le carnet d'adresses que j'ai pu avoir. Ça, je voulais le montrer, si tu veux. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a pris et que les gens, comme les gens sont curieux en fait de nature, tu vois, savoir ce qui se passe dans l'arrière d'un magasin comme Doma, savoir ce qui se passe dans l'arrière d'un magasin comme Wonderbike, tu vois, qui vend des motos de route, qui vend des motos de cross, mais il y a aussi une vie derrière. Voilà, les gens sont curieux de ça. Il y a un côté marketing et communication qu'il faut pas oublier, mais ça reste surtout humain en fait, ce que je voulais partager. Et toi, justement, qui a bien pris le tournant des réseaux sociaux, qui a bien compris les enjeux, qui a bien compris tout ce qu'il y avait derrière, est-ce que tu conseillerais, et est-ce que tu, ouais, tiens, vas-y. Est-ce que tu conseilles justement à tes pilotes, aux pilotes que tu as dans le team, d'être actifs, voire même hyper actifs sur les réseaux sociaux? Bah malheureusement, tu vois, aujourd'hui, c'est une obligation. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes du milieu de la moto un peu old school qui te diront, ouais, et typiquement, Nono, tu vois, c'est la vie qu'il a pu avoir dans certains médias en disant, bah ouais, il y en a qui font trop d'Internet. Mais aujourd'hui, c'est une obligation. Tu vois, par exemple, pour ça, le disait dans je sais plus quel live, que Dill Winson, il avait eu un contrat juste parce qu'il était hyper actif sur les réseaux, qu'il avait énormément de followers. Et aujourd'hui, c'est une obligation. Tu vois, les résultats ne suffisent plus. Parce que, tu vois, typiquement, si je te demande le mec qui a fait 4e ou 5e il y a 2 ans à l'enduro, tu seras incapable de me le dire. Ne serait-ce que le 2e, tu seras incapable de me le dire. Donc, si tu fais pas premier, eh ben, démerde-toi pour qu'on te connaisse d'une autre façon. Et ça, les réseaux sociaux aujourd'hui, honnêtement, ça coûte 0 à faire. Ça va peut-être te prendre 1 heure de ton temps chaque jour, mais c'est hyper important, tu vois, de montrer un peu ce que tu fais. Et ça a été difficile, tu vois, parce que tu as des pilotes, tu vois, même par exemple nous dans le team, qui n'étaient pas habitués à faire ça parce qu'ils n'avaient pas le besoin de faire ça, de par leur niveau ou de par l'argent qu'ils pouvaient avoir ou autre. Moi, ça a été une obligation. Et ben, tu dois leur faire comprendre que, ok, tu vas faire la saison avec nous, mais par contre, tu vas mettre des posts Instagram, je vais te filmer. On a une obligation en termes de vues par an qu'il faut faire. Ouais, c'est obligé aujourd'hui de faire des réseaux sociaux, ou alors il faut que tu sois millionnaire, mec, tu peux faire des doigts à tout le monde, et dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça, donc tu es obligé d'aller dans le sens de tes sponsors, quoi. Et c'est normal, c'est une obligation. Ouais, c'est marrant parce que tu parlais de Christophe Pourcel, ça a vite tourné pour lui aussi, qui faisait pas des doigts à tout le monde, mais pas loin, quand il était aux États-Unis, qui gagnait beaucoup. Il est revenu en France et il a complètement changé d'attitude par rapport à ça. Alors peut-être qu'il le fait avec plaisir, hein, comme il nous avait dit dans un live, mais c'est vrai qu'il a compris que c'était important, on dirait. Bah, tu vois, par exemple, un mec comme lui qui a été champion, le mec, il a gagné des supercross. Enfin, tu vois, c'est vraiment une sommité dans notre milieu. Aujourd'hui, il fait des concours pour gagner des maillots sur Instagram pour faire monter son nombre de followers. Pourquoi ? Parce que quand tu vas aller voir une marque, elles vont regarder le nombre de followers que tu as, l'engagement que tu provoques chez les gens. Ça suffit plus en fait, tu vois, parce qu'aujourd'hui, voilà, il gagnera plus de finale. Enfin, je pense pas qu'il veuille un jour se raligner sur une finale de SXUS. Donc forcément, il faut compenser. Il faut compenser. Pourquoi ? Parce que lui, tu vois, derrière, il a un business maintenant. Il fait un peu je sais pas si c'est une école de pilotage ou si, enfin, il est destiné. Voilà, il est destiné à être entraîneur. Donc il y a un business derrière, faut pas se leurrer. Tu vois, moi, quand je fais toutes ces vidéos, quand je parle un peu de tatou, quand on parle de la moto, quand on parle de Wonderbike, tu vois, où on fait apparaître, derrière, il y a du business. Eux, ils vont vendre des motos. Moi, je vais toucher des prospects potentiels qui pourront vouloir se faire tatouer. Et les pilotes, c'est pareil. Tu vois, il y a un moment, il faut pas se voiler la face. C'est une obligation, il faut le faire, c'est tout, c'est comme ça. Il est certain que c'est différent, mais le monde, il évolue, tu vois. Si on s'était dit il y a 30 ans qu'on regarderait des courses sur nos téléphones, tu vois, les gens, ils auraient rigolé, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça, donc les mentalités doivent évoluer. Et c'est pas forcément positif parfois, mais c'est comme ça évolue, il faut le faire. Et du coup, comment ça s'est passé alors ? Parce que on s'est arrêté sur la période où tu étais chez Arnaud Demester, où t'es devenu pilote. Après, tu as basculé encore côté pilote plus co-team manager, je sais pas comment tu appelles ça. Ouais, comment ça s'est passé ça ? Bah, à ce moment-là, si tu veux, moi j'ai fait mon premier Touquet, j'étais quasiment à poil en termes de sponsors, tout ça. Il y a plein de mecs qui m'ont suivi, ça a été compliqué parce que j'ai cassé des moteurs dans tous les sens sur l'IAM, et puis après, j'ai cherché à avoir des aides que j'ai pas eues.
Et voilà, il a fallu chercher chez d'autres marques et je me suis retrouvé à bosser avec Motoland qui m'ont prêté une KTM, etc. Enfin voilà. Et puis j'ai eu envie de plus, si tu veux, j'ai eu envie de continuer, etc. Mais il fallait être avec des gens qui avaient quand même l'air insolites parce qu'il fallait pouvoir prêter des motos, enfin voilà. Et j'ai rencontré Steve Coquet en fait, qui est le dirigeant de Wonderbike à Anzin et qui a aussi un Daffy. Et puis on a commencé en fait comme ça. Il est venu me voir, il m'a dit écoute, j'ai dit oui, j'aime bien ce que tu fais. Passe me voir au magasin, on va discuter. Puis je suis passé le voir, on a discuté. Il m'a dit ouais machin, viens, on va aller à Long-Plage. Et en fait, je suis allé à Long-Plage avec eux, qui est la mecque du sable pour l'entraînement hivernal dans le Nord. Et il m'a fait essayer la moto d'un de ses pilotes, qui était Gabin Deck à l'époque, qui est d'ailleurs toujours pilote Wonderbike. Et puis voilà, j'ai adoré la Honda. Je me suis dit bon bah voilà, j'ai envie de rouler sur la Honda. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, mais t'inquiète pas, je vais te trouver un deal. Et puis il m'a prêté une moto, on a commencé comme ça, et puis on a fait une saison ensemble. Et puis au bout de la saison, on a vu les vues qu'on faisait sur YouTube, on s'est dit, c'est pas mal, mais il va falloir trouver une solution pour justifier ce qu'on fait et pour pouvoir demander plus et viser plus gros. Donc en fait, on s'est dit, il faut le trident. Il faut les résultats d'un top pilote, donc la présence dans le top 5, top 10. Il faut la communication. Donc ça, c'était mon rôle en fait. Et ensuite, après, ce qui est très important aussi dans le côté moto, c'est le business. Parce que une marque qui va te filer, je sais pas, 10 kits plastiques, si elle t'en file 10, il faut qu'elle en vende 20 derrière pour rattraper ce qu'elle t'a déjà passé. Donc en fait, lui, il avait le Daffy, moi j'avais le YouTube avec les vidéos, etc. Et on est allé chercher un top pilote. Alors à la base, on avait été chercher Jordan Dival, qui est un Anglais. Et puis ce qui s'est passé, c'est que truc un peu tombé du ciel. Steve reçoit un message sur son Instagram de Jentel Martens. Donc Jentel Martens, c'est le fils de Jackie Martens, qui avait un team en mondial supporté par l'usine Husqvarna. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on peut prendre un pilote comme ça? Est-ce qu'on va avoir les reins? Est-ce que nos sponsors vont suivre? Parce que ça coûte extrêmement cher. Et en fait, ils nous ont suivis. On a fait quelques belles perfs cette saison, on a été super contents, il a fait un podium. Malheureusement, il enroule l'élastique au Touquet au départ. En fait, t'as Watson qui tend l'élastique et puis l'élastique, il finit dans sa roue avant. Donc, il part en deuxième vague. Yentel, c'est un truc de fou ce que je vais vous dire. Attendez, accrochez-vous. Il part après la deuxième vague, donc il y a des mecs qui l'aident à retirer l'élastique. Donc, il part plus après 1250 pilotes. Et au premier pointage, il pointe aux alentours de la 300e place. Ça veut dire qu'en 6 km, il a doublé aux alentours de 1000 mecs. On avait fait le calcul avec les types de chez Honda, ça fait environ 90 pilotes doublés à la minute. Donc c'est un truc exceptionnel et ça, il n'y a que des top pilotes qui peuvent te fournir un effort pareil. Donc voilà, on a décidé d'avoir le trident avec un top pilote, un YouTuber et puis le business derrière, c'est important. Et le business, c'est aussi les pilotes payants dans le team, vu qu'il y a peu de gens qui le savent aujourd'hui. Mais c'est une obligation, tu vois, dans les teams, le matos, on l'achète, etc. Donc, on a des pilotes payants avec nous, à qui on fournit un service, et puis on a de nos obligations vis-à-vis d'eux, ils ont des obligations vis-à-vis de nous, de résultats et de communication. Voilà. Du coup, c'est parti pour continuer, ce team, avec toi, avec les mêmes... Pour l'instant, on ne sait pas encore qui on va re-signer l'an prochain. On en a fortement discuté. Voilà, vous verrez tout ça. Mais oui, c'est parti pour continuer. On a des super sponsors. Daffy sont derrière nous à 200%. Honda sont très contents. Voilà, ils ont un team officiel, mais ils sont aussi contents qu'il y ait un team à côté qui fasse rouler des Honda devant. Puisque Jordan Dival, qui a été le meilleur représentant Honda pendant toute la saison, vu que c'est lui qui était premier au classement Honda, puisqu'il a été régulier. C'est un pilote qui a fait... pendant toute la saison entre la 10e et la 15e place et il s'est pointé au Touquet, il devait être 9e je pense, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est parti pour continuer et puis il y aura toujours des choses différentes, peut-être qu'on changera certains formats de vidéos, ce genre de choses, mais on a la chance d'avoir des sponsors exceptionnels qui font que ça fonctionne. Même si c'est pas toujours simple, ça fonctionne. On a Pierre qui commente, il nous dit il y a beaucoup de jalousie, surtout des pilotes qui sont bons mais qui ne communiquent pas, et ils disent que ça leur pique des sponsors, le fait qu'il y ait des gens qui communiquent et qui sont un peu moins bons. J'ai une petite question par rapport à ça. Dans un team, qui c'est qui coûte le plus cher? C'est un gars comme Yentel ou plutôt le youtubeur? Moi honnêtement je coûte peanuts, tu vois. Honnêtement, alors tu vois, si je prends l'exemple de cette année, on a eu la chance d'avoir une moto exceptionnelle. On n'a pas cassé un seul moteur de toute la saison.
Il y a juste à Saint-Léger, en fait, quand Yentl il est rentré dans un mec, il a explosé une durite d'eau, et donc du coup, bah oui, il casse le moteur, puisque bah, t'as beau lui dire de s'arrêter, lui, dans sa tête, c'est comme ça du début à la fin. Donc, il est certain qu'un top pilote coûte beaucoup plus cher, notamment quand t'as des casse-moteurs, etc. Mais moi, je me souviendrai toujours, une fois, j'avais une conversation avec quelqu'un de chez Kenny qui était au marketing. Et en fait, il y avait à ce moment-là Maxime So, il me semble, Victor Brossier, et un autre pilote, et il y avait une discussion. Et dans cette discussion, en fait, ils étaient en train de tailler un pilote bien connu qui est aujourd'hui chez KTM, officiel, en disant ouais, mais lui, avec ses vidéos, machin, il se prend pour un Américain. Et là, tu as le type en fait de chez Kenny qui les a arrêtés tout de suite et qui leur a dit non, mais attendez, les gars. Aujourd'hui, il est plus rentable en termes de visibilité et de communication de donner 4 tenues à Jiwi, qui va peut-être avoir des pages dans un magazine, qui va faire X centaines de milliers de vues par mois sur YouTube, qu'à vous, qui allez peut-être faire entre la 5e et la 10e place, mais zéro communication. Alors, ces mecs-là, ils s'en sont rendus compte. Hein. Aujourd'hui, un mec comme Victor Brossier communique plus, un mec comme Damon Martens, on lui a dit de communiquer plus. Mais clairement, oui, il y a une jalousie, c'est certain. Pourquoi ? Parce que la mentalité old school, c'est tu vas vite, tu as des sponsors, puisqu'avant ça fonctionnait comme ça en fait. Quand tu gagnais la ligue, on te prêtait une moto. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y a tellement de gens, il y a tellement de façons d'être visible que bah ouais, je pense malheureusement, et c'est un peu dommage pour eux, mais j'ai pris une place qu'ils auraient pu prendre, tu vois. Et je pense d'ailleurs aujourd'hui que si un top pilote faisait ce que je fais, ben moi j'existerais même pas. Tu vois, si aujourd'hui tu avais mon contenu par un poireau pur et dur et le même contenu, je sais pas, d'un mec qui roule chez Honda, tu vois, de Jérémy Van Orbeek qui sortait les mêmes vidéos au même moment, et ben même moi, hein, en tant que viewer, je vais voir les vidéos de Jérémy Van Orbeek. Il y a une place à prendre, il y a de la place pour tout le monde. Après, dire que je vole du matos à un autre, je pense pas quand tu sais un peu ce que consomme un top pilote, ce qu'on peut lui donner, on en est loin. Mais par contre, c'est un vrai boulot. Ça, les gens s'en rendent pas compte. Le nombre d'heures derrière. J'allais t'en parler justement. J'allais t'en parler parce que c'est un vrai boulot. Hein. On le sait parce qu'on le fait aussi, mais ça demande du temps au tournage, de l'imagination pour être un peu décalé, pour arriver à avoir un ton qui plaît. Ça demande pas mal de choses en fait qui viennent interférer avec la vie de pilote, c'est-à-dire entraînement pur, physique, technique, mental. Et du coup, tu conseillerais pas toi à ces pilotes d'assez haut niveau d'avoir je sais pas moi, soit une agence de communication, soit quelqu'un qui gère ça. Parce que c'est vrai que c'est un investissement, mais tu as un retour sur investissement, surtout quand tu as un nom que tu roules fort. Bien sûr. C'est clair. Et aujourd'hui, si tu veux, dans le team, c'est ce qui s'est passé. On s'est dit, il faut allier des compétences. Un mec comme Yelton Martens, tu peux pas, il fait déjà tellement de boulot sur la moto, en physique, etc. Tu peux pas lui dire, écoute, tu vas te filmer non-stop, tu vas faire 3-4 heures de montage par jour, tu vas nous uploader une vidéo tous les 2-3 jours, c'est pas possible. Donc en fait, on s'est dit, on va monter un team avec les différentes compétences et le business. Et c'est pour ça, moi, en fait, que je me suis retrouvé dans ce team d'Afi Michelin Wonderbike. C'est parce que, voilà, j'avais le rôle du mec qui, allez, on va te filer un coup de main, tu vas t'entraîner, ta saison, elle va pas te coûter trop cher, mais par contre, il faut que tu fasses tant de milliers de vues, il faut que tu nous sortes des vidéos, etc. Et eux, bah, ça leur laisse un peu de temps, si tu veux, pour faire le vrai métier de pilote, qui est de s'entraîner, d'aller faire du physique, etc. Moi, il est certain qu'aujourd'hui, quand je vois ce qu'on arrive à avoir, nous, en tant que team dans le sable, je comprends pas que t'aies pas des mecs qui aient pris le pli. Et de toute façon, ça commence à tourner, hein, puisqu'ils commencent à tous faire des vidéos. Jérémy Autier fait des vidéos. Camille en a fait au début. Au moment où je me suis lancé, il en a fait beaucoup. T'as Alexis Collignon aussi qui en fait. Ils en font tous de toute façon. Ils commencent à comprendre qu'en fait, c'est une obligation. T'es obligé de le faire. Et si tu le fais pas, eh bah, tu vas dépenser beaucoup plus. Et comme t'as des mecs qui le font, bah, les marques, elles vont directement aller voir les mecs qui le font. Ce qui est logique. Exactement. Et puis après tu as aussi une autre chose qui va pas forcément plaire dans la façon dont je vais la dire, mais tu as aussi beaucoup d'officiels carte bleue. Tu sais, tu as des mecs, en fait, ils payent tout, et puis sur la moto, ils vont mettre le nom de la marque ou le nom de... Mais comment tu veux que la marque te file un coup de main si toi, déjà, tu mets le nom de la marque sur la moto, alors qu'en plus, tu payes le matos. Tu vois, elle a aucun intérêt à te donner du matériel gratuitement. Tu le payes le matos et en plus de ça, tu en fais la promotion.
Tu vois, il y a un moment, c'est une histoire de business. Il y a des obligations à avoir et il y a aussi le fait de bien savoir se vendre. Et je pense que là-dessus, t'en as qui sont meilleurs que d'autres. C'est malheureux, mais dans ce cas-là, si tu sais que t'es pas bon, tu prends un mec qui sait le faire et tu t'associes avec lui, quoi. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a une question de Théo qui nous demande, puisqu'on parle pognon, combien coûte une saison de sable? Alors, je pense que ça dépend un petit peu de là où on habite. Toi, tu es du Nord, comme tu disais, tu as la Mecque du sable qui est pas très loin de chez toi pour s'entraîner. Donc forcément, ça fait quand même peut-être moins de trajets, bien qu'il y ait quelques épreuves dans le Sud maintenant, au championnat de France des sables. Mais voilà, en gros, pour toi, combien coûte une saison de sable? Tu sais, honnêtement, ça peut être totalement variable. Si t'as pas déjà les déplacements, pardon, excusez-moi, le fait de faire toutes les courses, donc l'engagement et les déplacements, je pense que tu es déjà facilement à 6-7 000. Voilà. Engagement et déplacement, tu vois, quand tu comptes les locations que tu prends, tu es à 6-7 000. Tu prends une moto de l'année que tu vas revendre, tu vas perdre sur la moto 1500, 2000 euros. On doit approcher les 10 000 euros, un peu moins de 10 000 euros, je pense, à l'année. Très facilement, si tu fais toutes les courses, les déplacements, les entraînements hivernaux, que tu comptes juste la décote de la moto et que tu n'aies pas de casse, on doit être pas très loin de 10 000 euros. Et après, ça peut monter beaucoup plus. Une saison d'un top pilote, ça peut monter au-dessus de 100 000. Ça peut être colossal. Déjà, les top pilotes, ils font un roulement, ils ont entre 3 et 4 motos. Oui, tu vois, par exemple, nous, Yentel Martin, c'est 3 motos. On lui a alloué 3 motos et en fait, on fait un roulement. Les motos, on les garde et on les entretient jusqu'à ce qu'elles n'ont pas trop d'heures. Tu vois, elles ont entre 30 et 40 heures. À 30-40 heures, on sait qu'elles sont nickel, on les vend. Et hop, il en reprend une nouvelle, la moto de course devient moto d'entraînement et tu fais un roulement comme ça. Mais ça, il faut pouvoir le faire, tu vois. Et ça, on peut le faire grâce à des marques comme Honda qui nous suivent et qui nous font un décalement de paiement. Sans eux, ça serait très compliqué. Il faudrait une trésorerie qui est colossale. Et c'est là aussi la chance que j'ai eue de rencontrer des gens exceptionnels, c'est que Steve Coquet, quand on a lancé le team, au début, c'était compliqué. C'était la trésorerie du magasin qui supportait tout le team, quoi. Donc, si t'as pas ces gens-là de ton côté, enfin, vous le savez, vous bossez dans des grosses concessions. Généralement, derrière les teams de motocross, il y a des mecs qui mettent un sacré billet sur la table et qui se portent garant, quoi. Et sans eux, ça serait compliqué. On a une question intéressante de Cross Only qui est aussi youtubeur. Dit oui, n'as-tu pas peur de devenir un panneau publicitaire au vu de tes followers? Il est certain que t'es pas libre. Tu vois, il y a un moment, quand je faisais encore des photos, beaucoup de photos sur les courses pour MV, tout ça, etc. J'avais sorti des textes j'appelais ça des gibriques en fait. Je regardais le GP et puis je racontais le GP d'une façon qui était plus ou moins drôle. Je lançais un peu des piques, j'étais jamais méchant, mais par contre je piquais un petit peu. Et je sais qu'à ce moment-là, oui, j'étais totalement libre et je pouvais dire tout ce que je voulais. Après, aujourd'hui, il est certain que j'ai des obligations qui font que sur certaines choses, tu peux pas dire ce que tu veux, mais tu es aussi maître de tes choix. Et tu vois, moi, je sais que aujourd'hui, par exemple, je veux pas monétiser, je refuse beaucoup de sponsors qui me contactent pour passer des produits, si je sais que le produit, il est pas top, j'en parlerai pas sur ma chaîne, j'en parlerai pas à mes followers, parce que je sais que derrière, ils vont dépenser de l'argent. Et ces mecs-là, en fait, si je les perds, si je les ai plus, je suis plus personne. Sans eux, tu vois, clairement, sans mes followers, aujourd'hui, moi, je suis personne. Tu vois, c'est grâce à eux, je les remercie plus que tout au monde. C'est grâce à eux que je vis mes saisons sable, etc. Donc jamais je les flouerai là-dessus. Mais il est certain que voilà, si je veux faire ma saison sable, il y a des obligations à avoir et il y a un comportement à avoir vis-à-vis de tes sponsors et il faut le respecter. Donc c'est un peu comme quand tu es embauché, tes patrons, tu peux pas les cracher sur ton patron. Là, c'est pareil. J'ai des avantages et des inconvénients. Et les gens, ça aussi, ils ne se rendent pas trop compte des inconvénients. Après, tu es resté naturel quand même si c'est vrai, je me rappelle de tes textes, c'était quand même, c'était pas méchant. Et c'était, voilà. Je piquais, si tu veux. Je piquais un petit peu. J'ai essayé de garder un ton un peu de kermesse, comme on peut dire. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, ça marche pas trop mal. C'est parce que les gens se disent, voilà, ils ont fini par accepter, c'est un poireau, il s'amuse, il fait des vues. Point, c'est cool. Je pense que, tu vois, par exemple, je pourrais pas... Si on prend l'exemple de Flo sous le casque, c'est un mec qui a un bon niveau de moto et qui peut se permettre, si tu veux, de faire des vidéos où il fait des super montages, où il cale, où on voit juste sa personne dans la vidéo, parce qu'il a un bon niveau de moto. Moi, je pourrais pas faire ça serait ridicule.
Si tu veux, aujourd'hui, je fais un bout de vidéo où je prends 3-4, où on voit que moi prendre des virages à fond. Putain, bah, tout le monde va rigoler, tu vois. Donc, c'est à moi à fournir du contenu où je montre des personnes qui envoient du gaz, où je montre des arrières d'atelier, où je montre. Il faut savoir s'associer en fait avec les gens pour faire du gagnant-gagnant. Eux, ils ont de la visibilité. Moi, je peux montrer du contenu intéressant. Il est carrément plus intéressant de voir une vague à fond passer par Yentel Martens que par Jiwi. Hein. On va pas se leurrer. Et du coup, Jiwi, à l'heure actuelle, il vit de quoi? Plutôt des... Bah, moi, je suis tatoueur à côté. Donc, tu vis vois. à 100% de ça? Ouais. À aucun moment, ça a été un but pour moi de devenir connu au point de générer de l'argent sur YouTube. J'ai jamais voulu le faire, je le ferai jamais, parce que c'est trop. C'est un public de niche, si tu veux. On touche pas assez de gens. Et puis aujourd'hui, clairement, je pense que les gens n'imaginent pas ce que rapporte YouTube en termes de monétisation publicitaire. Bah, c'est ce que j'allais leur dire, les gars. En fait, il faut faire 1 million de vues pour avoir $1000. Voilà, c'est 10 centimes les 1000 vues, en gros. Voilà. Donc, imaginez un peu que moi, à l'année, je fais environ 1 500 000 vues. Donc, si je monétisais, j'aurais récolté $1500. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut vivre pendant un an avec $1500? C'est impossible. Tu vois? Ouais, et même quand tu prends les plus gros faiseurs dans le milieu du YouTube game dans la moto, tu vois des mecs comme Kikanina, Bitume, etc. Quand tu regardes le nombre de vues qu'ils font à l'année, ils peuvent pas vivre juste de la monétisation YouTube, c'est pas possible. Pour vivre de YouTube, il faut, je sais pas, il faut être un Norman, il faut être un Thibaut InShape, il faut toucher la masse. Il faut que chaque vidéo que tu mettes, elle te rapporte $1000, tu vois. Et il faut que tu en mettes 2-3 par mois. Parce qu'après, tu as l'État qui passe et qui dit ma taxe, mon pote. Voilà. Et en plus, en étant dépendant peut-être d'une nouvelle réglementation qui baisse encore les coûts. Donc, bien sûr, voilà. ça viendra, tu vois. Et l'État va se servir là-dessus, ce qui est normal. Donc moi, je vis que de ça à côté. Et c'est aussi une chance, tu vois. Le fait d'être tatoueur, de pouvoir gérer mon temps, de pouvoir faire une semaine à bloc de boulot, et puis après je peux me prendre une semaine pour moi. Ça me permet pendant une semaine de faire mon taf, et pendant une semaine je peux aller filmer chez mes sponsors, etc. Et puis après il faut aussi trouver du temps pour faire un peu de moto et du physique. Hein. Voilà. Bon, t'as été bon, Jiwi, t'as placé le mot tatouage et t'as déjà un potentiel client. Il y a Robin qui demande ce que tu fais comme voilà, style de donc tatouage. Tatou. Alors moi je fais du réalisme. Voilà, j'ai débarqué là-dedans, j'étais autodidacte, un peu comme dans la photo, un peu comme dans plein de trucs. Et donc je me suis mis à faire du réalisme. Et puis voilà, d'ailleurs là je suis en plein. Normalement j'ai la contre-visite demain de mon shop, les gars. Croisez les doigts pour moi. J'espère que je vais avoir le local. Et si tout se passe bien, j'ouvrirai d'ici quelques semaines juste à côté de l'île. Voilà. Parfait. Bon, c'est bien ça. Du coup, quand tu iras faire le touquet, tu pourrais te faire tatouer un souvenir. Quand tu veux, si tu parles de Blaise, moi je lui tatoue un truc quand il veut, tu vois. Tu pourrais lui tatouer la tête s'il fait le touquet et s'il le termine. Ah, franchement, y a pas de problème, je te fais le visage et tout sur une fesse, y a pas de souci. Non, c'est plutôt l'inverse. Si moi je fais le touquet, tu tatoues ma tête sur Nico. Ouais, j'avoue que ça serait plus normal dans ce sens-là. Là, sinon j'ai double sanction là. Ouais, attends, tu veux m'envoyer faire une extrême enduro quand même avant de faire le touquet. Donc bon, on va dire que c'est ça. Et le tatouage, on verra qui le fait. Non, mais c'est un truc à faire une fois dans sa vie si tu veux le touquet. Même pour un mec qui est pas fondu de sable, c'est une vraie aventure humaine. Tu vois, sportivement, pourtant pour un mec qui fait de la... Malheureusement, tu vois, d'un point de vue purement sportif, c'est pas forcément la plus belle du championnat en termes de sable, l'endroit, etc. Par contre, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est au milieu d'une ville, t'as plein de gens qui viennent pendant 2 jours, c'est un objectif pour tout le monde, c'est pas le plus beau sable du championnat. Par contre, c'est la plus belle épreuve dans le sens où c'est le plus gros challenge, c'est le fait que t'as une région entière qui se déplace pour voir cette course-là, et clairement, je vous jure que c'est impressionnant de voir la population qui peut être derrière les barrières à regarder, à encourager, c'est vraiment... Quand on est sur la moto, on l'entend le public. Moi, j'entends les mecs gueuler Jiwi quand je suis à bloc sur la moto, pourtant c'est une 2,5, donc je dois la mettre au rupteur, et c'est impressionnant, quoi. Pour moi, je la compare, tu vois, à un Paris-Roubaix, je la compare à une épreuve du Tour de France. C'est vraiment une classique. Et pour moi, c'est la reine des classiques. Hein. Je suis un sableux, pour moi, c'est la reine des classiques. Moi, tu vois, j'aimerais bien le faire, le touquet. Le problème, c'est que vu que j'ai eu un certain niveau en motocross,
je connais un peu la quantité d'entraînement que je vais devoir m'infuser avant d'aller là-bas. Et du coup, je sais très bien que je vais devoir passer 4 mois dans le sable, dans le froid. Et la caravane, il a encore la caravane. Il va falloir que je laisse femme et enfants chez moi et que j'aille chez Armes de Mester. Ça va être compliqué. C'est pour ça. Et tu vois, mais je pense aussi que c'est pour ça que ça a pris dans le Nord. C'est parce que c'est vraiment une entité, cette course ici. Ici, quand tu dis que tu fais de la moto, le premier truc qu'on te demande, tu n'as même pas eu le temps de dire je fais de la piste, je fais du motocross, je fais de l'enduro. Le premier truc qu'on te demande, c'est est-ce que tu fais l'enduro du Touquet. Voilà. Il faut y aller pour le vivre, pour le comprendre. Tu as des mecs qui se mettent des crédits sur le dos pour participer à l'enduro du Touquet. C'est un challenge pour beaucoup de gens. Comme tu le disais, comme les gens se disent je vais me faire un marathon, t'en as, ils te disent je vais me faire un Touquet vintage, je vais me faire un Touquet. C'est quelque chose d'exceptionnel et j'espère vraiment que ça perdurera parce que tu as beaucoup de gens qui sont derrière tout ça. Tu as beaucoup de bénévoles. D'ailleurs, un grand merci à eux. On n'en parle pas souvent, mais les bénévoles sur les courses, sans vous les gars, ça serait hyper compliqué, donc un grand merci. Voilà. Du coup, pour vous, pour le team, questions, hein, juste une dernière question. Du coup, pour le team, plus important, le championnat de France des sables ou le Touquet? J'en parlais avec Arnaud de Mester, tu vois, justement, et il est vrai que il vaut mieux aujourd'hui faire un super Touquet et malheureusement avoir des casses mécaniques ou autres sur les autres épreuves, mais performer au Touquet parce que toutes les caméras sont braquées dessus, bien que ça a tendance à changer, tu vois, le championnat, il prend tellement d'ampleur qu'une place au championnat et que de bons résultats au championnat t'amènent beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, Camille, il n'a jamais gagné un Touquet, même si je le souhaite un jour, mais il a été là, il a représenté, il s'est retrouvé à avoir une bonne place, et je prêche pas pour ma paroisse pourtant en disant ça parce que nous on a fait une super avant-saison et au Touquet malheureusement ce qui arrive à Yentel c'est la faute à pas de chance, le fait qu'il tape un élastique et que ça s'enroule et qu'il puisse pas partir et d'ailleurs qu'il tombe avec Victor Brossier au départ. Mais voilà, en étant neutre, je pense qu'il vaut mieux faire un bon Touquet et faire une mauvaise saison avant parce que tout le monde va se rappeler du résultat du Mont Touquet en fait. Exactement. On a une question d'Alexis qui nous demande comment faire pour participer au Touquet quand on n'a pas d'assistance, pas de personne pour préparer les lunettes, la bouffe, etc. Tu te trouves une copine, tu lui expliques comment nettoyer ton casque, tu vois, tu lui dis écoute, tu vas te peler les miches pendant 3 heures, tu verras, ça sera super, super fun. Je te payerai une frite à la fin de la course. Si on est encore là, tu peux lui mettre la bague au doigt, mon pote. Non, impossible à faire tout seul, mais pour quelqu'un qui veut vivre son rêve. Moi, j'ai déjà vu des mecs qui se ravitaillaient tout seuls sur des courses. Tu vois, par exemple, il y a un type dans le Nord qui est un peu connu sur MX2K qui s'appelait Gros Loulou, Emmanuel Dupont, qui œuvre maintenant pour un motoclub dans le Nord, où le mec, il arrivait, en fait, il allait mettre ses affaires dans la zone de ravitaillement à Long-Plage, et puis il s'arrêtait au niveau de son tapis, remettait son essence, il buvait un coup et repartait. Aujourd'hui, sur les courses de sable, c'est très compliqué parce qu'il faut mettre les tonnelles. Malheureusement, c'est très rare, mais il pourrait y avoir du vol, tu vois. Quand tu vois le prix du matériel, mettons les ProGrip, tout ça, c'est des choses onéreuses. Les lunettes, moi, j'aurais pas j'aurais pas le courage de laisser 5 paires de lunettes sans surveillance, etc. Il est mieux d'avoir des amis qui vont aller te mettre la tonnelle, qui vont te filer un coup de main, et ne serait-ce qu'humainement, tu vois, une paire d'amis qui vont te dire, allez mec, tu te bouges un peu là, t'es reparti parce qu'on s'est pas levé à 6h du matin pour rien, et fais ta course, quoi. Donc, c'est compliqué tout seul, c'est pas infaisable, mais clairement, il vaut mieux avoir une équipe ou des amis derrière soi, quoi. Ou alors, il vient chez Wonderbike, et puis voilà, on lui signe une saison, il n'y a pas de souci, on prend une Honda, on va le ravitailler, c'est bon, quoi. Voilà, Alexis, tu le sais. Tu sais quoi faire. Soit tu trouves une copine, soit tu vas chez Wonderbike. Pas mal de personnes qui demandent pour une rencontre abonnée, est-ce que tu organises ça une fois dans l'année ou pas? Ouais, j'ai des mecs qui m'en ont... Après, tu vois, c'est pareil, parce que ça me dépasse complètement ce côté, le côté un peu star, tu vois. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça parce que je suis un peu comme vous dans le sens où je suis vraiment passionné du milieu. Moi, quand je parle avec un pichon, je l'écoute, j'ai des yeux comme ça en mode ouah, mec, ta vie, c'est un truc de fou. Et le fait que ces gens adulent entre guillemets quelqu'un qui n'est personne, j'ai du mal à concevoir ça, si tu veux. Moi, j'ai jamais été groupie dans ce sens-là, et je me sens un peu mal à l'aise, en fait, tu vois, moi, ça arrivait plusieurs fois d'être à côté de Top Pilote, tu vois, par exemple, une fois, j'étais au Kenny Festival, il y avait Steve Coquet avec moi, on avait toute la famille Pichon et toute la famille Aubin, donc on était en cercle, on était en train de parler d'une épreuve de GP,
Et puis, ils sont témoins, ils pourront vous le dire. Hein. Là, tu as 2 gamins, ils arrivent, ils traversent le cercle alors qu'on était en train de discuter. Ils me tendent un calepin avec un stylo. Ils me disent, ouais, J-Oui, est-ce que tu peux me faire un autographe? Et tu vois, moi, je me dis, putain, mais là, il y a combien de titres de champion du monde? Et je fais, le gamin, il vient me voir moi. Et ça, c'est sur le coup, tu te sens gêné pour le. Tu vois, t'as l'impression de cracher sur sa carrière à ce mec-là. Donc, j'en ferai, mais j'ai du mal, vraiment, clairement, même si j'ai tendance à vouloir faire le spectacle. Voilà, je sais qu'il faut faire le boulot. Ces gens-là, il faut les remercier pour tout ce qu'ils t'apportent. Mais ouais, j'ai un peu de mal. Bon, t'es pas obligé d'être au centre de l'attention. Enfin, c'est juste une journée de moto, tu vois. C'est pas. Après, tu vois, ce qui est top, par exemple, on en a fait une avec Kipon au Touquet. Ce que j'adorais, c'est que tu avais mes teammates avec moi. Tu avais Yentel Martin, Jordan Dival, Alexis Dartus. On est tous allés faire une séance de dédicace. Tu avais plein de gens qui étaient là. Ils voulaient tous faire des photos. C'était génial. Tu vois, je me sentais un peu moins gêné parce qu'au moins, il y avait au moins du niveau. C'était légitime. Mais ça, c'est clair que c'est quelque chose de générationnel où j'ai du mal, tu vois, de me dire mais comment ils peuvent aduler C'est parce qu'ils se reconnaissent en fait dans ton parcours, des personnes qui ont tellement Ah, envie de faire la moto, ils ont vu que toi tu y es arrivé et que tu es arrivé à vivre ton rêve. Et du coup, voilà, c'est vraiment. Je pense que c'est plutôt ça que se reconnaître dans un champion ou le désir de devenir champion un jour. C'est plus. oui, c'est plus certain, ça, quoi. c'est certain. Et moi, tu vois, t'as plein de mecs qui m'envoient des messages en mode oui, comment il faut faire, j'essaye. Et tu vois, je préfère ce comportement-là, tu vois, de mecs qui te disent. Je préfère un mec qui vient me dire, voilà, explique-moi comment t'as fait, comment je veux faire la même chose que toi, qui me dit grosso modo, je veux prendre ta place. Je préfère un mec qui me dise ça plutôt qu'un mec qui va m'envoyer des scots dans les dents en mode mais t'es personne, comment ça se fait que t'as tant de matériel? Ça va moins me gêner en fait, parce que je sais qu'il y a de la place pour tout le monde. Et si t'es vraiment bon, eh ben, t'auras du matos et moi je continuerai à en avoir si je le mérite aussi. Et enfin, ouais, c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place, les rencontres abonnées. T'as beaucoup de mecs qui me le demandent et je pense que je le ferai par la suite à Long Plage ou chez Wonderbike. Enfin, je verrai où je ferai ça, mais on le fera, les tontons, c'est entendu. Tu leur fais un Bon, tatouage il y à avait pas tous et mal c'est de bon, quoi. De quoi? Tu leur fais un tatouage à tous et c'est bon. Tu tatoues J-Oui. Ok, donc genre on crée un fan club ou une connerie du genre, c'est ça, genre J-Oui Members, une connerie du genre. Ah, une grosse secte à la Dewey, quoi. Bon, on avait ça qui ressortait pas mal dans les commentaires, effectivement, cette rencontre abonnée. Et on a aussi beaucoup le mot 500 CR qui ressort. Et le Ouais, mot bah ça, on commence par le 500 CR. Il y a Monster aussi qui ressort beaucoup. ouais, la Monster d'ailleurs, à la vôtre les tontons, voilà. Non, la 500 CR, si tu veux aujourd'hui. Attends, je vais me désaltérer avant de parler de cette machine magnifique. Vas-y. Ouais, vas-y, ça nous laisse le temps de Profitez-en lire. parce que. Alors la 500 CR, moi c'est quelque chose que j'ai rencontré, que j'ai découvert grâce à Eric Badenès, que je surnomme Badou sur ma chaîne. C'est une moto mythique et il faut aussi dire ce qui est, c'est un vecteur de communication dans le sens où je sais qu'une vidéo avec les 500 CR, ça va faire 2, 3, 4 fois plus de vues qu'une vidéo normale. Voilà. Après, je fais pas juste ça pour les vues parce que clairement cette moto, elle est bandante. C'est exceptionnel ce que tu peux vivre au guidon de cette moto-là. Tu mets un coup de gaz, ça vibre, tu as les boulons qui se desserrent, enfin, c'est de la folie. C'est une moto qui est inaccessible malheureusement aujourd'hui pour beaucoup de gens parce qu'elle a pris une telle cote qu'en fait on n'en trouve plus ou alors on trouve des poubelles à des prix inavouables. C'est une moto Voilà, de collection clairement, maintenant. ouais, clairement, tu vois, aujourd'hui, une 500 CR, une poubelle sur le Bon Coin, ça vaut 4500, 5000 euros. Moi, quand je suis allé les chercher en Hollande, les motos, je les ai pas payées cher, quoi. Donc, c'était les derniers moments où on pouvait les avoir pas cher. Et je me suis dit, voilà, je les achète maintenant, je les retaperai petit à petit. Alors, je commence à avoir toutes les pièces, tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'épisodes qui vont sortir là-dessus. D'ailleurs, il y a des épisodes sur la préparation de la 500 avec Steve quand on s'est pointé au Touquet, puisqu'il s'est passé des tas de choses avant que je puisse rouler au vintage, hein, les gars. Il faut savoir que j'ai récupéré un moteur une semaine avant le vintage. À la base, on devait remonter un autre moteur. Enfin, bref, de toute façon, c'est toujours ça. Et c'est l'avantage d'avoir une super équipe derrière soi. C'est le fait de pouvoir s'appuyer sur des gens qui savent, des gens qui sont passionnés, qui vont vous prêter du matos. Et ouais, la 500 CR, c'est... Je sais pas comment t'expliquer, c'est une femme avec tellement de charme. Si tu veux, tu sais que tu peux pas la gérer, mais tu montes dessus, t'es déjà... Waouh, t'as des yeux, mon gars, tu vois. Elle vibre, elle est puissante, elle est... Moi, je vais plus vite avec ma 250 CRF, mais je préfère rouler avec ma 500. Hein. Tu vois, c'est mythique pour beaucoup de gens parce que c'est inabordable, en fait. Voilà. C'est une super moto.
il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Tu vois, Ça, tu l'as essayé, hein, d'ailleurs, je l'ai vu dans j'ai ta vidéo. essayé, mais Mais franchement, dans la terre, c'est infaisable. et en plus, moi, je pèse 67 kilos. Ah ouais, Je suis habitué aux 4 temps 95. depuis 2004. C'était non. Moi, j'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal. Après, peut-être sur un grand circuit, peut-être que ça le fait. Mais d'un Les point de vue circuits purement américains, sportif, ouais. c'est compliqué. Après, c'est vrai que c'est une moto mythique. Tu vois, Bah, tu mets un coup de gâchette, tu fais 10 mètres de plus sur la table. ah ouais. Moi, clairement, t'as des mecs qui me l'ont dit, qui m'ont dit après la saison, viens rouler avec nous avec la 500 dans la terre. Mais je fais, t'es malade, mec. Déjà, je me la colle dans le sable, et je vais mourir dans la terre. Tu sais, tu mets un coup de gâchette en plus, mais t'atterris dans un arbre. C'est Tu ça, vois, c'est ça le souci. Quand tu tétanises un peu des bras, tu sais, quand tu. Ah bah oui. c'est- T'es surpris d'un coup, tu vois, la moto, elle. Boah, tu vois, c'est fini, c'est déjà fini. Moi, je me souviens, c'est la seule moto, tu vois, par exemple, avec laquelle je me suis retourné dans le sable à long plage. J'ai pris une vague, j'ai accéléré, et en fait, tu vois, ça a monté, puis au bout d'un moment, j'ai vu le ciel tout bleu, et je me suis dit, en fait, ça m'était déjà arrivé la semaine d'avant, et je m'étais dit, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, encore, tu vois. C'est tout ce que j'ai eu le temps de me dire. Et là, t'as le fils de mon manager, enfin, Steve Coquet, qui m'a dit, Louis, qui me dit, mais pourquoi t'as pas appuyé sur le bouton stop? Mais je fais, mec, ça s'est passé en une fraction de seconde. c'est pas comme ça que ça marche. Je fais, mon gars, j'ai accéléré, la moto, elle a fait, boah, fini, tu vois. C'était. Enfin, bref. Mais Ça, j'ai vu passer dans les commentaires. Il y en a un qui mentionnait les cabanes à Dewey. Tu veux nous en parler un peu? Bah, si tu veux, les cabanes, ouais, t'as des mecs qui pensent que je surjoue ça, mais non, je me la colle. J'ai tendance à, tu vois, toujours vouloir trop en faire. Je suis un mec un peu excessif dans ce que je fais. Et comme je manque terriblement de technique parce que j'ai commencé la moto à 25 ans, bah ouais, des fois, je m'emballe un peu. Et puis, je m'emballe un peu, mais avec les mauvais gestes de pilotage. Genre, tu vois, je vais prendre un trou assis en travers. Et puis, du coup, la moto, elle part comme ça. Et ça amuse les gens. Tu vois, clairement, c'est un truc de dingue. J'en parlais justement avec Steve. Et tu vois, on se disait, voilà, aujourd'hui, je poste une vidéo de moi où je me prends une tôle, je vais faire 1500 likes. Je te poste la même vidéo où je passe super bien, presque aussi vite qu'un mec qui sait faire de la moto, je vais faire moitié moins de likes, tu vois. Ça fait marrer les gens, en fait, le fait que je sois un peu le Benny Hill, tu vois, du motocross, en mode, bah ouais, j'assume, mec, je prends une cabane de toute façon. Je peux pas, je me vois pas. Ouais, je vais la partager, puis je me vois pas faire l'américain et me montrer sous un jour que je ne suis pas, ça servirait à rien. Donc bah voilà, j'assume, tu vois. Mais mes cabanes, ça me permet de rouler pendant toute la saison, tu vois. T'es peut-être pas un américain, mais on a Jordan Labbé qui nous dit que tu deviens un officiel carte bleue avec tes canettes Monster. Ouais, Jojo, c'est pas vrai, tu le sais. En plus, c'est Jojo qui me payait des monsters quand j'allais faire de l'enduro avec lui. Non, d'ailleurs, un grand merci à Loïc Jaya de Monster Energy France. Voilà, au début de la saison, quand il m'a appelé, il m'a dit, gars, qu'il faut qu'on fasse un truc. Je dis, ok, ça va encore parler cette histoire, mais je te préviens, il faut poser une limite. Je peux pas me ramener avec un casque Monster parce que là, je suis mort. Les mecs, ils vont me tirer des balles, mais dans tous les sens. Donc non, c'est super. Ouais, moi, c'est l'image. Je me mets pas à parler de Monster parce que voilà, il te file du pognon ou il te file ceci ou cela. En fait, j'aime vraiment le goût, j'aime vraiment la marque et l'image qu'il véhicule. Tu vois, donc j'étais déjà ferré, si tu veux, avant qu'ils me disent vas-y, j'ai oui, tiens, on t'envoie des cartons, on va te filer un coup de main cette saison. Tu vois, j'adore ça, tu vois, vraiment. C'est mon vice, tu vois. J'ai 2-3 vices. D'ailleurs, les gens qui me connaissent, ils le sauront un petit peu. Et la Monster, ça en fait partie. Au niveau de l'enduro, du coup, quand est-ce qu'on te voit avec Jojo sur un enduro? Pas faire l'assistance sur la moto. Attendez, il faut que je vous dise un truc. Il faut savoir que Jojo, normalement, alors je crois que c'est une histoire de Coupe des Régions. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en enduro. Et il a été super bien placé à la fin de son championnat. Mais en fait, il s'avère qu'il n'a pas été sélectionné, je ne sais pas quoi. Donc il m'avait appelé une semaine avant. Il m'avait dit, écoute, tu vas me réserver un week-end, on va partir ensemble, tu vas voir, ça va être un road trip, on va sortir des épisodes de malade. Et il faut savoir qu'il n'a pas été sélectionné pour une histoire qui n'a rien à voir avec le côté sportif pur et dur. Même lui, il cherche à savoir pourquoi. Et donc, du coup, ça a été annulé. Donc, bon, Jojo, si jamais, dans pas longtemps, tu as un truc à me proposer, tu me dis, il n'y a pas de souci. Moi, je me trouve une 250 CRE, et puis on ira s'enrouler autour des arbres. Je suis chaud patate. Et est-ce que tu roules toi justement dans la terre un peu ou pas du tout? Tu fais que du sable? Alors, si tu veux, le problème c'est ça, c'est que comme j'ai du taf à côté, etc., c'est que généralement j'ai des tas de projets et quand je peux pas les mener l'hiver, il faut les mener l'été. Alors j'aimerais rouler dans la terre parce que clairement c'est ce qui me manque. C'est ce qui me manque. J'ose pas sauter, tu vois, j'ose pas. Je pense que la vitesse, tu peux clairement l'acquérir dans la terre.
en sécurité, alors que dans le sable, si jamais tu y vas sans technique, mon pote, ou à un moment tu vas prendre une vague, tu vas monter en l'air, tandis que dans la terre, tu vas limite, si tu prends un appel de table assis, ça va juste faire une plus grosse impulsion. Si tu te lèves à la réception, ça va. Par contre, si tu fais la même chose dans le sable, mon gars, tu vas partir sur la lune et ça va être vite fait. Donc, pour l'instant, je roule pas dans la terre. J'aimerais bien y aller. Il faut que je me trouve une moto pour rouler dans la terre. Voilà. D'ailleurs, je suis peut-être sur une affaire de 250 CR que je suis en train de restaurer. On verra comment ça se goupillera. J'aimerais bien parce que tu as beaucoup de mecs qui me le demandent et puis ça a l'air super fun, quoi. La moto, tu dois moins la nettoyer. J'ai l'impression qu'il y a plus de poules aussi dans la terre. Hein. Il y en a dans le sable. On n'a pas les points de comparaison, nous. Bah, si tu veux, nous, l'hiver, on va dire qu'il doit faire 0 degré quand on va s'entraîner. Donc, tu vois, elles sont pas en mini-jupe sur le bord de la piste. Ah, puis les talons aigus dans le sable, c'est galère. Donc, voilà, on verra comment ça se passera. Mais oui, j'aimerais par la suite venir dans la terre. Je serai sûrement d'ailleurs présent à certains inters, notamment celui de Plomion, grâce au MC Tillois et Michael Mermer qui organise. Ouais, Michael, il a commenté tout à l'heure. Il nous disait que tu allais venir avec ta 500 CR. Voilà. Donc, je vais venir avec la 500. C'est pas dit que je roule, hein, les gars. Vous emballez pas. Mais j'irai sûrement sur des inters, filmer. Voilà, il y a des tas de choses à faire. J'irai rencontrer des mecs. Et puis, à un moment, il faudra s'y mettre à la terre si je veux avancer un petit peu plus vite dans le sable, quoi. TR, l'étape d'après, c'est Supercross, du coup. Après, ouais, non, les gars, déconnez pas, là. Tu vois, j'ai une bonne assurance vie, mais quand même. J'en parlais avec Jérôme Emery, tu vois, justement, à HRS. À un moment, il m'avait dit, mais écoute, viens t'amuser avec nous, tu verras, Picardie, Somme, il y a plein de trucs à faire. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, ouais, bon, en fait, prendre des appels et tout, juste au milieu de piquets métalliques, c'est peut-être pas une bonne chose pour toi. Reste dans la terre et dans le sable, on va rouler ensemble et ça suffira. Non, tu vois, le Supercross, le Supercross, c'est le dimanche, dans le canapé, à regarder la télé, tu vois, ça me suffit. T'as eu le temps de regarder un peu le Supercross de cette ce week-end? Enfin, j'ai vu les actions, mais c'est chaud patate parce que là, j'ai plein de vidéos à sortir. On parlait du travail. La semaine dernière, on a décalé le live exprès parce que t'avais pas regardé la course. 10 ans, t'étais au Touquet. Là, cette semaine, on décale pour toi et tu nous fais ça. C'est votre côté, la technique avait chié, les gars, la semaine dernière. Moi, j'y étais pour rien. Et je vous avais dit, j'ai tellement de taf. Là, j'ai encore 4 vidéos à traiter. Il faut que je mette une vidéo sur HRS. Il faut que je mette une vidéo, l'épisode final du Touquet. Il faut que je mette une vidéo. Attends, qu'est-ce que j'ai encore sur la 500 CR? J'ai plein de trucs et c'est compliqué de tout faire. Vraiment, c'est compliqué. Mais je sais que les petits Français ont représenté un grand bravo à Dylan Ferrandis. Franchement, c'est beau ce qu'il fait avec Monsieur Villemain. Ouais, on va rester un petit peu dans le sable, juste Blaise. J'avais une question moi par rapport au côté sportif dans le sable. La performance de Matteo Mio au Touquet, tu en penses quoi? On l'avait vu dans le live quelques semaines avant. Il n'a pas eu un entraînement spécifique Touquet, clairement pas. Il fait 16e. Par contre, c'est un jeune qui est talentueux. Tu en penses quoi, toi? C'est beau, c'est un mec qui sait faire de la moto et de toute façon, je crois vraiment qu'il y a des places à prendre si tu veux dans le sable. Quand tu roules devant, tu peux te spécialiser. Tu vois, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, un Milko, il y a un moment de sa carrière, il s'était dit, il voulait faire du MXGP, mais il a compris que c'était très compliqué. Il s'est spécialisé dans le sable, tu vois, il a gagné des touquets. Je pense qu'aujourd'hui, il gagne un peu d'argent avec le sable. Un mec comme Matteo, tu vois, il a eu plusieurs saisons de mondial derrière lui. Et, enfin, ils savent, c'est colossal ce que ça coûte en termes d'argent. Ouais, clairement, c'est un petit jeune qui va bien, tu vois, de toute façon, chaque année, tu as des têtes qui arrivent. Genre là, tu vois, on parle de Matteo Mio, mais tu as le petit Puffet aussi, qui a débarqué au début de la saison sur une 2,5, qui a été titré. Moi, quand il me doublait avec la moto, que ça soit Matteo ou Mister Puffet, je me disais, mais putain, c'est quoi ces avions de chasse? Et c'est clairement une nouvelle génération qui arrive. Ouais, c'est génial. C'est génial ce qu'il a réussi à faire, c'est beau. Surtout avec son gabarit, tu vois, parce que ça reste quand même un petit jeune sur une 450, etc. Tu vois, moi, je sais que début de saison, je me suis dit, allez, je redescends de cylindrée parce que la 4,5, j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Et les gens se rendent pas compte, en fait, de l'état physique dans lequel tu es au bout de 2 heures de course dans les trous. Et que la moto, elle marche toujours autant. Hein. Tu sais, t'as beau lui avoir mis 50 litres d'essence dans la tronche, elle marche toujours autant. C'est toujours quelque chose qui fait 65 chevaux. Et c'est colossal, quoi. Non. C'est beau ce qu'il a fait, bravo à lui, franchement, ça va être un des futurs acteurs du sable, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut, c'est continuer à faire du sable pour pas se faire oublier, ne pas se cramer aussi, c'est très important, l'entourage, tu vois, parce que tu as des pilotes qui ont été extrêmement rapides en France et malheureusement, ils se sont cramés via ce qu'ils ont pu faire. Donc maintenant, il faut être intelligent. Ouais, une 16e place pour...
son âge aussi jeune, c'est quand même pas mal. On a d'autres jeunes pilotes. Tu nous parlais de Puffet, c'est ça? Qui fait une 25e place. Ouais, Voilà, donc ouais. rentrer dans les 30 du Touquet, c'est vrai que c'est quand même une belle performance pour des Ah bah jeunes clairement, pilotes. le niveau, il fait que monter, tu vois. Le niveau fait que monter. Moi, je vois, cette année, je fais 325e. La dernière fois où j'avais fait le Touquet, j'avais fait 390e. Là, pourtant, je fais un tour de plus. Je me sentais vraiment plus rapide sur la moto. Et pourtant, tu vois, j'ai gagné que, entre guillemets, 80 places. Le niveau monte, en fait, d'année en année. Pourquoi? Parce que tout le monde explique comment s'entraîner. Donc, les mecs, bah, ils finissent par savoir comment faire du physique. Tout le monde fait de la moto. Tout le monde a de bonnes motos. Des motos progressent aussi. Puis maintenant, Mine de rien. maintenant, contrairement à il y a 10 ans, il y a des spécialistes sable, spécialistes terre, spécialistes supercross. Il me semble qu'il y a allez, peut-être 15 ans, il y avait des pilotes, de bons pilotes qui étaient capables d'être bons dans le sable, bons sur la terre. Bah, un Bétis, par exemple, un Boom Boom Bétis qui était un coureur à la course inter, il faisait des inter, des GP, Des il allait faire supercross. du SX, il venait faire du sable. Tu vois, c'était un pilote complet. Aujourd'hui, ouais, tu as beaucoup de mecs qui se spécialisent aussi parce que financièrement c'est plus dur, parce qu'il y a moins de primes, parce que. Donc voilà, le mec qui est dans le nord, qui se sent bien dans le sable, il va faire que du sable. Et puis après, c'est aussi une histoire d'amour avec le championnat, tu vois. Faut Ouais, pas se exactement. leurrer. Faut aimer faire du sable, tu le disais, et on en rigole souvent dans le Nord en disant ouais les sudistes s'ils viennent pas, c'est parce qu'ils aiment pas ça, parce que c'est des branleurs. Voilà, c'est parce que c'est pas dans non mais tu vois c'est pas dans votre culture de d'aimer le sable. Tu vois comme nous c'est pas dans notre culture d'aimer faire du supercross. Tu vois le dernier mec qui était bon supercross dans le Nord, il me semble que ça doit être Audrictin, tu vois. Bon, ça remonte à il y a combien d'années, Ouais, c'est vrai tu vois et c'est une histoire de voilà du milieu dans lequel t'as baigné depuis que t'es tout petit et qui fait que bah voilà t'as envie de te bouger, t'as envie de le Touquet c'est tellement tout le monde est tellement focus ici dans le Nord là-dessus que bah ça devient un objectif même quand ça n'en était pas un quoi parce que tout le monde t'en parle donc t'as envie de performer. Et puis tu as raison, tu parlais tout à l'heure, tu te disais, tu parles de moto à une personne qui connaît rien à la moto, il te demande si tu fais le Touquet. Ici, dans le nord, en gros, vers Toulouse, tu demandes à quelqu'un. Le Nord, Toulouse, Le sud, pardon, le sud, Toulouse. Le sud, à Toulouse, tu dis à quelqu'un qui connaît rien à la moto que tu fais de la moto, il va te dire, ah, mais tu sais faire le backflip. Tu vois, tu as une différence quand même oui bah voilà de ouais. point de vue entre le nord et le sud de la moto, de comment on voit ce sport-là, Et quoi. Et ça, tu vois, c'est pareil pour les sponsors. Je pense que jusqu'à Paris, peut-être un peu en dessous de Paris, le Touquet, c'est vraiment la plus grosse épreuve de moto de France. Tu as un supercross, mais c'est pas encore pareil, tu vois, ça n'a pas le même aura. Les gens, c'est un public qui est déjà acquis le supercross. C'est des gens qui sont déjà intéressés à la moto, etc. Par contre, tu vois, l'enduro du Touquet, c'est vraiment la course tout public par excellence, quoi. Les gens y vont et ils te le disent, ils y vont pour manger une frite, voir les chutes, regarder le premier et passer du bon temps en famille, tu vois. Enfin, c'est tout public, c'est accessible à tout le monde et c'est ça qui fait aujourd'hui que ça fonctionne, quoi. Il n'y a Ouais, pas de discrimination, si tu veux, à l'enduro du Touquet. Que tu gagnes par mois 1000 balles ou que tu en gagnes 10 000, tu seras sur la digue au même endroit et tu mangeras les mêmes frites. Tu vois, il n'y a pas de place présidentielle, il n'y a pas de... C'est comme ça, on est tous ensemble. Une question En parlant de une pilote question- spécialiste, peut-être on va rejoindre cette question-là, Blaise, mais Vas-y. on parlait de pilote spécialiste, il y a quand même Watson qui fait pas mal de disciplines, il ne fait pas que du sable, même s'il est excellent là-dedans. Mais tu penses quoi? Tu penses qu'il faut être un spécialiste du sable pour gagner le Touquet, ou du moins un spécialiste du championnat de France des sables, entre guillemets, des courses de plage, pour gagner le Touquet, ou est-ce qu'un gars comme Erlings, spécialiste du sable quand même, pourrait gagner le Touquet? Et on a la question de Musquin ben- d'ailleurs, parce que Musquin est venu voir. Bah, moi, je vous le dis tout de suite, hein, et Earnings, il vient avec une main dans le dos, il punit tout le monde, hein. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'en fait, même s'il roule à 80% de ce qu'il sait rouler, donc c'est-à-dire il garde 20% de marge d'erreur, même quand il est à 80%, il est déjà 140% au moins au-dessus de la vitesse de tous les mecs qui sont là sur place. Et c'est un fait, tu vois, quand Camille, il a été, et d'autres pilotes français, hein, parce que tu vois, il s'est pris des cailloux sur la tronche quand il s'est pris un tour par Earnings, mais tous les autres, ils se seraient fait punir, hein. Il y a des mecs dans le Nord qui n'ont pas voulu aller à la Red Bull Knockout parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire punir par Earnings. Et aujourd'hui, si Earnings vient avec une 450 stock, un gros réservoir, il punit tout le monde. Il faut dire ce qui est. Voilà. Après, est-ce qu'il faut se spécialiser pour gagner le Touquet? Si t'es mauvais, oui, il faut te spécialiser. T'es obligé de faire que ça pour
performer et au bout d'un moment devenir bon dans ta discipline. Mais garde un Watson qui est un pilote complet. Le mec, il a roulé à l'Europe, il a roulé dans la terre, il vient, il roule devant, tu vois. T'as beaucoup de mecs qui sont capables de rouler devant. Si tu sais faire de la moto dans toutes les disciplines, évidemment que tu vas performer dans le sable. Après, c'est aussi une question de... Alors, il y a une question de chance, bien sûr, parce que des fois, tu sautes une bosse et puis derrière, il y a un mec qui est couché, t'as un J8 qui est couché derrière la bosse. Bah voilà, si le mec, il n'a pas levé le drapeau, tu rentres dedans, que tu tapes Earnings ou pas. Mais voilà, c'est ça, en fait, la grande force d'Earnings et la grande force des grands pilotes, c'est qu'ils ont une telle marge par rapport à la vitesse à laquelle ils savent rouler, que même quand ils roulent beaucoup moins vite, ils sont encore au-dessus des autres. Et clairement, hein, les autres, aujourd'hui, dans le sable, dans le Nord, bah, je vais pas dire que c'est des ligards, mais c'est des mecs qui font la ligue pendant l'été, si tu veux. Donc, ils sont super rapides dans le sable, mais le reste du temps, c'est des crossman de base. Tu vois, et c'est pas péjoratif que de dire ça, tu vois. Au contraire, ce qu'ils arrivent à faire, c'est magnifique. Tu vois, un mec qui fait la ligue et l'hiver qui arrive à se battre avec des mecs qui sont en mondial, bah chapeau, tu vois. Moi, je leur tire mon chapeau, vraiment. Mais il faut pas se leurrer. Il y a les pilotes de GP et il y a les pilotes de sable, et puis tu as ceux qui essayent de faire un petit peu les deux, tu vois. Eh bien, ça marche. Nico, est-ce qu'on n'aurait pas quelques petites questions ou une question du jour qui traîne par là? Si, j'en ai une qui me chatouille les yeux là. Écoute, Blaise Abadi, si tu es mauvais, faut se spécialiser. Bon, ça, on verra encore. Si je perds, toujours pareil, il faut que je perde un très gros pari pour monter dans le Nord. C'est pas encore. Non, il pleut des commentaires, tu vas te régaler, Joey, hein, si t'as envie de lire un peu avant d'aller au lit ou avant de faire un tatouage. Je vais me faire défoncer dans les commentaires, mais c'est pas grave. Je dis qu'il n'y avait pas de sujet tabou, qu'on pouvait parler d'absolument tout. Et voilà, il y a des vérités qui sont bonnes à dire, d'autres qui sont pas forcément bonnes à entendre, mais j'avais dit que je disais que j'allais dire tout ce que je pensais, donc voilà, c'est chose faite. On ne respecte personne, bien entendu. Effectivement. Bon, du coup, on parle pas de Supercross US ce soir. Si, allez, on mentionne un petit peu la 3e place de Blake Baggett. C'est parce que Joey, on a un follower qui chaque semaine mentionne Baggett dans le live, donc on est obligé d'en parler. Pour une fois qu'il fait un bon résultat, on va le mentionner quand même. On a dit qu'on taillait pas les pilotes, bordel. Non, mais c'est vrai, on l'aime bien, nous. Moi, je l'aime bien, Baggett en plus. Mais bon, là, c'est vrai qu'il a pas eu de chance jusqu'à aujourd'hui. Bon, du coup, pas de SX, alors on parle rapidement. Non, mais on est à l'heure de live, Joey, t'as 5 minutes encore. Ouais, je suis large, les gars. Moi, j'ai à boire, j'ai de quoi faire des placements produits, y a pas de souci. J'ai même du saucisson, regarde, je te l'avais dit, regarde. Hop, voilà. Faites attention parce que. Placement produit iPhone, là, tant qu'on y est, voilà. Hop, voilà, tu veux lubrifier ta chaise, Il a tout prévu dans le bureau, le mec. Il y a le semi-remorque qui va passer derrière bientôt, il y a tout. Bon, moi, c'est la connexion internet qui risque de pas tenir 1h10, donc on verra. Si ça coupe, c'est normal. Ça sera déjà pas mal. Ouais. Ça sera déjà pas mal. Bon, rapidement, ouais, pour le Supercross, on a eu la victoire de Cooper Webb, Adam Sanzarolo qui a fait une belle épreuve avec une seconde place qui a mené quasiment toute la finale, Blake Baggett 3ème, et après derrière assez mouvementé. Joey, si tu l'as pas vu, c'était une belle épreuve, faudrait que tu revoies J'ai vu certains petits extraits, ouais. Faudrait que tu vois le replay, quand même pas mal, avec une belle bagarre entre Eli Tomac et Justin Barcia. Barcia a fait du Barcia encore, il s'est fait passer, il a été un peu découpé. Je l'ai vu pendant les essais, non? Pendant les essais, il a pas voulu sortir, c'était pas Davalos? C'est Davalos, pendant les essais. Au Press Day, même pas les essais. Au Press Day, en Press Day, c'est là que ça compte vraiment, tu vois. Voilà. Donc assez intéressante cette course, tant en 4,50 qu'en 2,5, parce qu'en 2,5 on a eu Dylan Ferrandis qui est bien remonté, il s'est imposé, il a fait ce qu'il fallait pour gagner, parce que Faulkner était quand même très rapide, quand on voit les temps autour. Ils ont quasiment les mêmes temps autour, mais il a forcé jusqu'au bout, et voilà, vraiment autant en 2,5 qu'en 4,50. Très très belle épreuve du côté de, je me rappelle plus où c'était pas Auckland, c'était à San Diego. San Diego, ouais. Ouais, si on y avait été faire la fête là-bas, tu t'en rappellerais, mais bon, t'es un peu trop casanier, toi. Enfin, bref. Bon, on passerait pas à la question du jour, du coup, vu que Joey veut pas débriefer le Supercross US alors qu'on lui avait laissé une semaine de plus. Non, tant pis, il a pas révisé, c'est pas grave. Allez, la question du jour. Joey, après on te laisse tranquille, parce qu'avec tous tes placements de produits, nous on déteste faire ça, et d'ailleurs cette question est proposée par CBO Group et 8 Racing. 8 Racing, tu le sais, Joey, si on n'a pas un beau kit déco, on peut pas participer au Touquet. Ça, c'est formel. Voilà. C'est pour ça que du coup j'ai des kits déco Clemens Design. Tiens, tu voulais des placements produits en voilà.
Ouais, mais oui, on les a vus, tu les as arrachés tout à l'heure parce qu'ils tenaient pas, tu devais enchaîner. Tu peux y aller avec le nombre de cabanes que je prends, je peux te dire que le matos, C'est que ça costaud. soit mes visières, ouais, que ça soit mon kit déco, mes visières, etc. Le matos, il tient quoi. Parce que question crash test, je crois que je dois être le mec qui prend le plus de pelles en course. C'est un peu de fou. Bon, la question du jour, elle est pour toi, Jiwi, on en a beaucoup parlé, hein, ça part de réseaux sociaux, mais en gros, la question du jour, chaque semaine, c'est plus pour aider, on va dire, des pilotes moyennes, des pilotes de ligue, des pilotes qui essayent de s'en sortir dans leur saison. Aujourd'hui, comment satisfaire les sponsors? Est-ce que autocollant sur la moto ou le fourgon, ça suffit? Ou du moins, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune? On en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais à un gars qui fait la ligue, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Bah déjà, le premier truc à faire, je pense, quand tu veux sortir du lot, c'est te démarquer. Donc si tu fais comme tout le monde alors que tu gagnes pas, tu risques pas vraiment de te démarquer. Ou alors c'est que tu le fais d'une façon exceptionnelle. Mais oui, tu as beaucoup de jeunes qui me le demandent, qui me disent mais comment faire, comment avoir des sponsors, etc. Je pense que déjà avoir une bonne image, c'est-à-dire faire des résumés de courses propres, avoir des belles petites photos, une moto propre, un bel équipement, sans tomber pour autant dans le merchandising à mort, etc. et vouloir faire l'américain. Avoir un comportement professionnel vis-à-vis de tes sponsors, que ça soit juste le concessionnaire du coin qui te fait moins 20% ou une marque de tenue qui te file une tenue, c'est hyper important. Est-ce que je conseille de faire du YouTube, tout ça? Si tu peux le faire, fais-le, mec. Ça sera toujours quelque chose de supplémentaire, de positif. Par contre, clairement, ce qu'il faut, c'est ne pas faire du one-shot, le faire une fois et puis après, c'est fini. Il faut le faire régulièrement, il faut devenir quelqu'un à ce niveau-là. Et vous savez ce que c'est, les gars, le contenu, il faut le sortir régulièrement, il faut le sortir à une certaine heure, tous les temps de jour, il faut qu'il y ait du contenu, sinon les gens vous oublient. Donc, si tu veux percer, la première chose, c'est de mettre du gaz sur la moto. La deuxième chose, si vraiment tu veux percer dans la moto, ça restera de mettre du gaz sur la moto. Et si tu veux juste avoir un peu de sponsor, il faut communiquer et puis il faut sortir de la masse, quoi. Donc ça, à toi de voir comment tu peux faire. Ce qui est Mais hyper aujourd'hui, important, à mon avis, c'est de se démarquer. Ce que tu as dit, c'est de se démarquer. Je pense que c'est hyper important parce que tu vois, quand des fois, on nous envoie des vidéos, on dit qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Et dans ces vidéos, on retrouve soit un copier-coller de Jiwi. On a essayé de faire du Jiwi, mais sans ton caractère, ton franc-parler, voilà, tout ce qui fait que les vidéos elles plaisent. Soit d'autres ont essayé de faire du flow sous le casque, mais avec un montage un peu moins bien fait, donc qui fait que c'est un peu plus fade. Ou tu vois, et du coup, je pense qu'il faut arriver à se démarquer, à trouver un angle différent et faire ça Il faut régulièrement. trouver la chose où tu es bon, en fait. Voilà, adapter à sa propre Ah, caractère. Et tu vois, typiquement, on parlait des chutes tout à l'heure et du côté personnage. Moi, clairement, je préférais être d'un point de vue pilotage, un flow sous le casque, c'est-à-dire j'arrive, je mets quand même du gaz, mais je suis pas ce mec-là, donc il faut l'accepter. Tu vois, des fois, ça fait peine. Hein. T'as 50 mecs qui disent putain, j'ai oui, t'as encore pris des cabanes, et j'ai eu des cabanes, les cabanes. Et en fait, à la fin de ta journée, t'as l'impression que t'as pris 200 cabanes parce que t'as plein de mecs qui te le disent, mais c'est tout, il faut l'accepter, c'est ton personnage, c'est là où t'es bon. Il faut que tu arrives à tirer une plus-value dans dans les dans les petites qualités que tu as. Si tu es bon dans la communication et dans le fait de parler avec les gens, et tu fais des vidéos où tu parles avec eux. Si tu es juste bon à mettre du gaz, envoie du méga lourd et tu fais du Elitomac, tu vois. Tu balances des vidéos sur Instagram où tu prends le Dragonback à bloc. Tire du positif de ce que tu fais dans ta vie. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Et quand j'ai fait les vidéos, quand j'ai voulu changer, je regardais des tas de choses qui faisaient que je voulais me motiver. Et si toi, je sais pas comment t'expliquer ça, mais si tu as une petite qualité dans tel ou tel milieu, ou peut-être quelque chose qui n'a rien à voir, tu vois, si mettons c'est le physique, fais des vidéos sur le physique, travaille sur ton physique, il y a des tas de choses à faire en fait. Tu arriveras toujours à te différencier des gens. Ne pas copier reste le plus important. Je vais pas parler d'un certain mec qui a commencé à faire des vidéos où tu vois le gars il a été jusqu'à copier un pseudo. Tu vois, ça c'est complètement c'est pas bon parce qu'en fait tu peux être sûr que tout le monde va lui dire ouais ça ressemble au pseudo d'un tel et le mec il va en bouffer toute sa vie, même si un jour il devient bon, tu vois, c'est terrible. C'est rare quelqu'un qui devient bon en copiant d'entrée. Forcément, parce que forcément on dit le premier qui a inventé ça jamais égalé, mais après il y a de la place pour tout le monde honnêtement, quel que soit le principe de la vidéo que tu vas sortir.
YouTube, c'est worldwide, tu vois. Donc, quand tu vois aux États-Unis ce qui se fait, des mecs comme Cameron Yemla, des mecs. Enfin, t'as des mecs qui sortent des vidéos, et de toute façon, maintenant, ils sont tous obligés de le faire. Hein. Comment il s'appelle, là, celui qui a des cheveux blonds, qui s'est dénié à la Red Bull Street Trip, et qui refait des 250 CR, etc. Attends, ça va me revenir. Des mecs qui vont me lancer des tomates dans le live. Cole City, voilà. Cole City, ouais. Voilà, Cole City, tu vois. Il se met à sortir des vidéos, tu regardes ça, mais moi j'ai des yeux, mec, c'est magnifique, tu vois. Lui, c'est sa retraite, en fait. Il s'est dit, je vais être à la retraite, je vais faire ça. Voilà, il a commencé à lancer des vidéos un peu, tu vois, en mode je vais aller me filmer quand je vais rouler, je vais refaire un peu de moto, tu vois, il a pompé personne, il a fait son truc dans son coin, et ça prend bien, tu vois, ça prend bien. Après, clairement, ceux qui étaient là il y a 10 ans, ils ont un boulevard d'avance. T'as Tyler Monoghan, ou je sais plus comment il s'appelle, là. Lui, c'est pareil, il a un nombre d'abonnés. Voilà, ils ont commencé avant, ils resteront devant de toute façon dans tous les cas. Dis oui, bon, merci, très bien. c'est belle parole. Démarquez-vous. Et soyez réguliers aussi. Régulier, ouais, exactement. Il suffit pas de se démarquer une fois. Et puis, ouais, il faut imaginer que c'est du travail quand même. Ça prend du temps. C'est pas si simple. Ouais. Bon. Très bien. Bon, bah, écoute, merci Jiwi, c'était cool. Merci. On sait que tu as un emploi du temps chargé. Tu nous as reçus au moment où tu prenais une semaine de vacances tranquille et Blaise a rien trouvé mieux que tout foirer. Mais bon, tu as réussi à nous donner un deuxième créneau et heureux comme tout. Non, mais c'est moi qui vous remercie, les gars. C'est un peu chaud en fait. Ma vie, je la gère au jour le jour. C'est un peu compliqué. J'essaye de prévoir plus ou moins vis-à-vis de mes clients, mais des fois, tu as un sponsor qui me dit écoute, il faudrait que tu viennes filmer. Et puis, j'essaye de me rendre disponible pour aller filmer. Avec Steve, on monte des projets. Enfin, c'est au jour le jour. Voilà, tu peux pas avoir un truc parfaitement. Déterminé à l'avance quand tu fais du YouTube, quand tu gères ta vie un peu comme ça sur le film, et c'est ça aussi qui ajoute du piment dans ce que tu fais, et c'est ça qui fait que je kiffe ma vie, quoi. Donc voilà. Longue vie au roi Jiwi alors. Un grand merci à tous les tontons, je vous fais des bisous partout, voilà. Mettez des likes partout, des pouces bleus, faites ce que vous voulez. Amenez-moi la Monster. Allez, bonne en tout cas, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Ciao. Allez.